Alors, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup de monde dans le chat. On est près de 350. Alors, pas maintenant, mais en tout cas en inscrits. Le compteur continue à monter sur les personnes qui viennent. Le compteur monte ainsi que la pression pour Thomas et Anastasia aujourd'hui. Voilà, donc le sujet qui vous a tant intéressé ce midi, c'est l'expérience client dans le luxe. Et on va essayer de vous donner une petite vue d'ensemble de ce sujet. On y a réfléchi depuis quelques semaines avec Anastasia et Thomas. Et on va vous faire une présentation qui devrait suivre cette logique. Donc, une première partie qui va parler hyper-personnalisation, qui va être présentée par Thomas Richard. Attends, j'ai un petit truc spécial pour vous. Attendez, je ne l'ai pas mis. Hop là, regardez. Ça, c'est magnifique, ça. Alors, on parle d'expérience, je suis obligé de faire ce genre de petits. Bien joué. Et du coup, la deuxième partie qui va être plus la partie concrète d'application de l'expérience client en ligne. J'espère que je ne dis pas trop de bêtises, Anastasia, qui va arriver justement grâce au travail de personnalisation que font les équipes comme celle de Thomas. Et cette deuxième partie, elle sera présentée par Nastasia Radic, consultante en expérience client online, et qui est spécialisée dans le luxe et la beauté. Toi aussi, tu as le droit à ta petite animation, Nastasia. Merci. Bienvenue à vous deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je remets le chat sous les yeux. Et voilà, et moi, alors je n'ai pas mis de petite animation pour moi. Je suis Clément Leroux, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous qui êtes dans l'audience aujourd'hui, spécialisé dans la création et gestion de communautés. Et surtout, je vous parle aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Et Crème de la Crème, alors, c'est une nouveauté qu'on fait. Donc, je vais vous en dire quelques mots, histoire de faire venir les retardataires. Je vais vous dire 3 mots. Donc, comme vous pouvez le voir, Crème de la Crème, c'est une plateforme sélective de freelance qui regroupe la crème des freelances français, dont font partie d'ailleurs Thomas et Nastasia. On vous a sélectionné quelques chiffres à vous présenter ce matin. Tout ça pour dire que déjà, Crème de la Crème, c'est un acteur rentable en croissance, avec 60% de croissance par an, 50 millions de chiffre d'affaires et 30 000 experts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Nous sommes sélectifs sur les freelances qui rentrent dans votre communauté, donc comme on vous disait. Mais aussi, nous sommes sélectifs avec nos clients. Nous travaillons principalement avec les plus belles entreprises de France, CAC 40, SBF 120, Scale-up, etc. Et voilà, quelques sujets qu'on adresse, et notamment quelques métiers. Je ne vais pas vous faire la totalité de tout ce qui est écrit dessus, mais ça vous donne un peu une idée des différents métiers, etc. C'est pour ça qu'on a aussi comment on appelle ça, l'expérience client et luxe qu'on va aborder aujourd'hui va avoir quand même un aspect très digitalisation et online, parce que nous sommes plutôt spécialisés sur ce type de métier. Voilà, j'ai fini avec mon petit speech. J'ai essayé de ne pas faire trop long. Et on va pouvoir commencer avec notre sujet du jour, à l'heure de la digitalisation, comment le secteur du luxe arrive à créer des expériences immersives et haut de gamme. Et on commence avec notre premier intervenant, Thomas. Thomas, je te laisse la main. Super, merci Clément. Donc, je m'appelle Thomas, ça fait 10 ans que je travaille dans le marketing digital et la data, et je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous montrer ce que je vois comme grande tendance niveau data qui vont permettre une expérience de plus en plus immersive et personnalisée dans le luxe. Notre objectif aujourd'hui, il va être double, du coup, ça va être à la fois de vous inspirer et de vous montrer comment la data transforme réellement l'expérience client dans le luxe. Ce que je vois en tout cas comme 4 grandes tendances qui se démarquent dans le luxe, c'est que de plus en plus, les maisons de luxe ont une culture data informed, c'est-à-dire qu'elles vont de plus en plus valoriser la prise de décision basée sur des insights et non plus uniquement sur l'intuition ou la créativité. Et ça implique 2 choses. Ça implique d'une part une montée en compétences des équipes en interne, mais aussi l'intégration de profils experts en data science, en analytics et en intelligence artificielle, qui sont souvent d'ailleurs recrutés par le biais de cabinets de freelance ou cabinets de conseil.
Et la deuxième tendance de fond, c'est la gouvernance des données. Là, ça y est, aujourd'hui, la gouvernance des données, c'est réellement un enjeu central pour les marques. Elle est essentielle pour garantir la qualité, la sécurité et la conformité des données. Et donc, les maisons de luxe mettent en place des cadres très stricts de gouvernance pour éviter les silos et assurer une circulation fluide et sécurisée des données entre les différents services. Le troisième point important qu'on remarque, c'est la centralisation et l'accessibilité de ces données. Donc, de nombreuses entreprises de luxe ont adopté des plateformes qui centralisent toutes les données de l'entreprise, sur lesquelles vont s'intégrer ensuite des outils de visualisation et d'analyse qui vont attribuer, en fonction des rôles et responsabilités de chacun dans l'entreprise, plus ou moins de visibilité, d'accessibilité. Et enfin, le dernier point, c'est le concept de data mesh, qui est de plus en plus en expérimentation. Et lui, il vise à décentraliser la gestion des données. Donc, en gros, le troisième point est toujours valide. On centralise l'accessibilité des données. Par contre, on décentralise la gestion des données pour que chaque département, que ce soit le marketing, le produit, le CRM, la vente, soit honneur de ces données et puisse les gérer comme des produits. Donc, cette approche va permettre une plus grosse autonomie de chaque département, mais aussi facilite la collaboration entre les équipes. Parce que qui dit une approche produit, dit mieux observer les interdépendances qu'il peut y avoir entre les différents projets et les communications en amont et en avance de phase. Donc maintenant qu'on a vu les grandes tendances, on va dire culturelles et organisationnelles autour de la data, je vous propose qu'on voit ensemble le cœur de la matrice quand on parle de données clients. Ça, c'est la Customer Data Platform. C'est tout le système, tout le flux à travers lequel circulent les données clients, généralement dans des grosses entreprises de luxe. Donc, ça commence toujours par les touchpoints, qui sont les points d'entrée de la donnée. Ça peut être le site e-commerce, l'application mobile, le client qui va en boutique, le service client, etc. Ensuite, il faut, via des API ou des interconnexions, centraliser ces données dans un système central qui va permettre de consolider du coup toutes les informations du client. Et ce point central, c'est le MDM, donc le Master Data Management Tool. Et c'est lui qui détient la source unique de vérité en termes de data, en consolidant vraiment toutes les données, en les normalisant, en éliminant les doublons, pour être sûr que chaque client est représenté par un profil unique et complet. Dans son travail, il va s'appuyer sur le DQM, qui est un outil qui va être crucial pour s'assurer de la cohérence et de la fiabilité des données. Il permet notamment de redresser automatiquement tout ce qui est adresse email, numéro de téléphone, adresse postale. Donc, il va assurer aussi la bonne délivrabilité des communications qu'on va vouloir faire aux clients. Et donc, voilà, une fois qu'on a toutes ces données qui sont propres, unifiées, cohérentes, on va pouvoir les utiliser à des fins marketing et stratégiques. Et c'est là que l'outil de segmentation et de profilage que vous voyez en haut à droite de la slide rentre en jeu. C'est lui qui va permettre une segmentation avancée, du coup, en fonction des critères définis par l'entreprise et qui va aider à identifier les segments stratégiques et à concevoir des expériences personnalisées pour chacun. Ensuite, on a besoin d'activer nos clients. Donc, c'est là que le Marketing Automation Tool rentre en jeu. Et c'est lui qui va faire l'orchestration, finalement, et l'activation multicanal. Il permet de définir les moments et les lieux opportuns, donc que ce soit par email, par SMS, sur le site web, etc., pour engager le client en fonction de son parcours, de ses préférences et de son historique d'interaction. Et enfin, on a toujours un maillon analytics qui va permettre de mesurer l'efficacité des initiatives marketing, le retour sur investissement
et de démontrer l'impact finalement qu'a eu la personnalisation et la segmentation sur les ventes et la fidélisation. Et il arrive de plus en plus souvent qu'il comporte aussi un maillon de machine learning qui va permettre, dans ce cas, des prévisions comportementales, des recommandations de produits ou des optimisations de ciblage pour les prochaines campagnes. Et tout ça, donc, permet l'hyper-personnalisation, qui est le nouveau standard du luxe. L'enjeu derrière l'hyper-personnalisation, ça va être une fidélité accrue, beaucoup plus de recommandations entre pairs, un taux de conversion augmenté et une valeur à long terme du client qui en sera que renforcée. Concrètement, qu'est-ce qui change avec l'hyper-personnalisation ? Je ne suis pas très fan de Maflight en fait quand je la revois, mais en gros, avant, on avait une communication assez descendante de la marque vers le consommateur en fonction des activités de la marque. On choisissait d'envoyer soit un email, soit un SMS, etc. Et on avait une communication assez descendante comme ça, avec bien sûr des segmentations qui étaient déjà en place. Mais maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est être beaucoup plus flexible et beaucoup plus agile et vraiment s'adapter aux préférences et aux habitudes du client final. Ça, c'est la résultante, c'est que pour une même communication, on va devoir avoir à disposition des assets digitaux qui sont adaptés à chacun des canaux qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est là où il y a un autre outil qui est hyper important pour ça, qui s'appelle le Digital Asset Management, et qui va centraliser tout ce qui est images, vidéos et autres contenus pour permettre une distribution vraiment ciblée et qui correspondent au goût et au comportement de chaque segment. Ça, associé avec de l'intelligence artificielle ou des algos de machine learning, le DAM peut aussi aider à automatiser du coup le choix des visuels les plus pertinents pour chaque utilisateur. Il facilite aussi la diffusion des assets pour qu'ils soient cohérents en fonction du canal. Ce ne sera pas forcément les mêmes formats, mais il faut que l'expérience soit harmonieuse sur tous les différents points de contact. Et pour une expérience encore plus immersive, le Data Automation Tool, il s'appuie sur des données en temps réel. C'est-à-dire que s'il était prévu d'envoyer tel type d'asset à tel client ce jour-là, mais que quelques minutes avant, ce client a fait un achat qui transforme finalement la valeur que pouvait avoir la communication initiale, on va être en mesure d'adapter la communication pour qu'elle soit le plus en cohérence avec son parcours et son état réel du moment. Voilà un peu pour moi. Je vous ai montré les coulisses un peu de la data et Nastasia va pouvoir maintenant vous montrer concrètement ce que font les maisons de luxe de beau, d'immersif et de vraiment personnalisé avec tout ça. Juste avant que Nastasia prenne la parole, je pense qu'on a un peu de temps rapidement pour peut-être prendre les 3 questions qui ont été posées sur ta partie. Thomas, je ne sais pas si tu avais le chat ouvert en même temps. Si ça ne te dérange pas, Nastasia, on va juste le prendre, on va prendre ces questions rapidement parce que je pense que voilà, en 5 minutes, si on peut prendre un peu de temps. Si jamais il y a des questions que tu sens qu'il y a besoin de prendre plus de temps, on pourra les reprendre un petit peu après. Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais je préfère qu'on fasse vraiment toutes les questions en fin, mais il y en a une vraiment, par exemple, celle de Simon. Oui, je vois. Quelle place pour le PIM Quelle place pour le PIM dans ce schéma? Je pense que c'est assez intéressant qu'on puisse en parler. Effectivement, je n'ai pas du tout placé dans ce schéma les référentiels, mais effectivement, que ce soit le PIM qui est le référentiel produit, les référentiels boutiques aussi, les référentiels de pays, de marché, etc. Tout cela sont je dirais, en parallèle de cette CDP
et elles alimentent bien sûr le MDM également. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Simon. Je suis en mute. Je pense que celle de Vanny et de Adil, on pourra peut-être y répondre plutôt à la fin. En plus, je pense que tu auras peut-être des choses à dire à ce niveau-là, Anastasia. Mais j'aurais bien aimé juste tu nous dises un petit peu quel automation tool tu utilises. Et après, je propose qu'on passe à la suite. Mais je ne vous oublie pas, Adil et Vanny, on reviendra vers vous après. Alors là-dessus, je ne voudrais pas t'en citer qu'un. Il y en a vraiment plein qui existent. Donc, bien sûr, les plus connus vont être les gros CRM que tout le monde connaît, à savoir Salesforce, HubSpot, mais je pense qu'ils sont peut-être moins utilisés dans le luxe et Imagino ou des gros players comme ça. Voilà. Après, il faut voir, pour chaque outil qui existe, s'ils sont adaptés aux usages que tu souhaites en faire, évidemment. Ok. Ouais, de toute façon, oui, il existe tout un tas d'outils d'automatisation. J'imagine qu'il n'y a pas forcément une réponse très précise en fonction de ce que tu fais. Absolument. Mais il y a tout un tas d'outils qui existent en tout cas sur le marché et qui répondent très bien aux besoins des grandes entreprises. Et après, la question d'Adil, bonne question aussi. Est-ce que la personnalisation se fait avec de l'expérimentation en conversion rate optimisation en temps réel, ou bien les scénarios sont fixés a priori? Alors, dans l'idéal, ça pourrait se faire a priori, ça pourrait se faire en temps réel, mais ce qui est fait assez souvent, c'est une analyse a posteriori pour affiner les ciblages et les contenus des futures communications. Donc, c'est ce que je représentais dans le schéma, l'anatomie d'une Customer Data Platform. C'est la brique Analytics et Machine Learning qui va remonter ensuite à la brique segmentation et profiling module pour redescendre vers la communication marketing et, de façon optimisée. Ok. Si c'est bon pour toi, Thomas, je propose de passer à la suite. Et ouais. Thomas, il y a peut-être d'autres questions qui peuvent t'intéresser, mais tu peux aussi répondre par écrit. Donc, si jamais il y a des questions qui intéressent. Et je voulais aussi vous dire, si jamais il y a beaucoup de questions qui arrivent, ça se trouve, ça peut... Enfin, si vous avez vu, quand on répond à une question, il y en a toujours une deuxième qui arrive et parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. Vous pouvez aussi voter en mettant des petits emojis sur les questions. Comme ça, s'il y en a vraiment beaucoup, ça nous permettra de les prioriser. Ouais. Je pourrais revenir dessus à la fin si besoin. Complètement. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Je propose qu'on passe à la suite des événements avec la partie de Nastasia. Je mets ta petite présentation, Nastasia. Bonjour à tous, merci Clément pour cette transition. Donc oui, aujourd'hui, je vous parlerai des choses qui font que l'expérience client en ligne devrait probablement évoluer. Nous aborderons des key learnings, des tendances, des technologies et enfin mes règles d'or pour concevoir une expérience client haut de gamme en 2025. Donc qui je suis? Je suis consultante spécialisée en expérience client online pour les marques de luxe et de beauté et j'accompagne les entreprises dans la création et le développement de leurs expériences digitales innovantes et immersives. Je travaille en agence, j'ai un background créatif et j'ai pas forcément technique, mais en fait, voilà, interface. Et ensuite, j'accompagne des grandes marques de luxe comme Chanel, Louis Vuitton ou encore Coty dans la création de leurs expériences clients. Voilà. Hop. Dans une récente interview, Bernard Arnault a mentionné que l'objectif principal de LVMH, c'était ni le profit,
ni la croissance, mais le développement de la désirabilité de leur marque. Et cette notion de désirabilité, elle est clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est au cœur même de la stratégie de communication des marques. C'est très différent pour le luxe. Là, on n'est pas dans une logique de transaction immédiate, il s'agit d'une vision vraiment à long terme. Faut appuyer qu'une fois, je pense, sur les slides, et tu peux appuyer sur les petites flèches pour éviter. Ah, merci. Mais comment rendre les produits et les marques de luxe désirables? Parmi les éléments de la stratégie, on peut mentionner la rareté intentionnelle qui crée de l'exclusivité. Par exemple, on connaît tous les sacs Hermès, vous savez, en fait, qu'on a du mal à obtenir. Parfois, on peut attendre quelques années. Deuxième point, c'est la qualité irréprochable et notamment les matériaux d'exception. Troisième point, c'est le savoir-faire artisanal. Quatrième point, c'est bien sûr le prix élevé qui peut servir de barrière, en fait, et aussi montrer en quelque sorte le statut social de la personne qui possède le produit. 5e point, c'est le service exceptionnel. Quand on est en boutique, vous savez, en fait, on nous appelle en boutique je veux dire de luxe, hein, on nous appelle par notre prénom, on nous propose un petit café ou même un petit verre de champagne s'il s'agit d'achat d'une joaillerie. Il y a une personne qui est dédiée, qui est disponible. En fait, c'est le shopping vraiment personnalisé. Et enfin, le 6e point, le storytelling puissant, qui nous permet d'acheter non seulement un produit, mais une partie de l'histoire, d'une expérience, en fait, d'un univers, d'un style de vie. Donc on achète un sac, Chanel. Apparemment, j'aime l'exemple de sac. C'est une histoire de Coco Chanel en partie qu'on achète, un style de vie, un statut qu'on montrera. Donc en fait, vraiment, c'est un volet c'est très important en fait, dans le luxe, le savoir, le storytelling. Hop. Et du coup, grâce à cette stratégie durable, on peut dire, le luxe a connu une croissance exceptionnelle pendant plus de 15 ans. Et là, il y a quelque chose qui se passe en 2024. Ça marque en fait un tournant dans l'industrie du luxe. Le secteur enregistre son premier ralentissement depuis la crise de 2008, à l'exception de la pandémie. Donc, on a 2% de moins de chiffre d'affaires par rapport à 2023, ce qui en soi n'est pas énorme, mais on était toujours dans cette logique de croissance. Et là, on est vraiment en 2% en moins. Il y a eu des répercussions. Mais c'est pas uniquement ça, en fait, c'est pas ce contexte, inflationniste, en fait. Il y a le secteur de luxe se retrouve face à des défis majeurs qui sont à relever. C'est notamment la pression écologique, la révolution technologique et l'arrivée de l'IA et des marchés géographiques en pleine mutation. Donc, la Chine est toujours très importante, l'Asie est très importante, mais il y a d'autres marchés qui émergent, évidemment, le Middle East, notamment l'Amérique latine. En fait, aujourd'hui, les États-Unis commencent à montrer des signes que en fait, ça remonte. La Chine aussi. Donc, en fait, c'est tout ça se mélange, ce qui fait que en fait, c'est euh, le contexte change assez rapidement. Hop. Après, je vais vous parler des profils aussi d'utilisateurs. Hop. Est-ce que j'arrive à cliquer? Ça a l'air Oui. bon là. Oui, ça y est. En ce qui concerne le profil, les profils dans le luxe, l'étude de Bain & Company montre que nous sommes aujourd'hui face à un client globalement plus jeune, plus digitalisé et de plus en plus exigeant. Ce sont plus précisément les générations Z et les millennials qui représentent aujourd'hui plus de 45% de la clientèle de luxe. Et en fait, ils sont responsables de 70% de la croissance. C'est énorme. Et ça va encore monter. Il y a des prévisions que en fait, ça va être plus de 60% dans les années à venir de la clientèle. Mais dans le contexte d'inflation, il y a aussi une polarisation de luxe qui se renforce. En plus de ces clients plus jeunes, du coup, il y a un autre niveau de lecture. Donc, il y a le client ultra luxe, ce qu'on appelle le VIC. Donc, il représente aujourd'hui plus de 40% du chiffre d'affaires de la maison, des maisons. Il a un pouvoir d'achat toujours élevé malgré la crise. Et de l'autre côté, nous avons en fait 3 types de profils qui ressortent. Le client du luxe accessible, donc en fait, il est attiré par les marques un petit peu moins chères, plus accessibles, comme il y a la liste en fait de marques qui ressortent. C'était Coach, Ralph Lauren, il y en a plein en fait, mais voilà pour vous donner un exemple. Et aussi des outlets. Deuxième profil, c'est le client en quête de petits plaisirs.
Donc, c'est la crise et s'oriente plus vers des produits comme les parfums, la beauté, les lunettes. Et enfin, le client de seconde main. C'était un secteur qui était déjà très présent avant la crise, mais ça devient de plus en plus important actuellement. Donc il est en plein essor et les personnes sont intéressées, comme, voilà, le titre l'indique, par des produits de luxe d'occasion. Hop. On voit aussi que les attentes des clients ont évolué. Globalement, on peut constater que tous les profils de consommateurs cherchent de manière différente et des expériences de plus en plus qualitatives, qu'elles soient physiques, en ligne ou encore omnicanal. Mais ce qui était intéressant, il y a une étude récente de True Luxury Global Consumer Insights qui montre qu'en fait, en dépit d'une expérience client en boutique qui est jugée par rapport en fait, les marques de mainstream qui est très appréciable et positive, les marques de luxe ont du mal sur le digital. Et ça, c'est vraiment hyper important. Un jeune sur 5 de la génération Z n'est pas satisfait de son expérience client en ligne. C'est énorme. Versus, pour vous donner un exemple, 1 sur 10 parmi les baby boomers. Donc ce décalage, il nuit profondément à l'image de la marque et sa désirabilité. Quelles sont ses attentes, en fait, leurs attentes de ses clients? Donc, par exemple, les jeunes, ils vont chercher une expérience qui accompagne l'acte d'achat. Hem, s Dans une étude que nous avons réalisée pour mon client, une grande maison de luxe, en fait, nous avons découvert que ça peut être toutes sortes d'expériences. L'expérience en ligne, effectivement, en fait, dans le parcours d'achat, mais toutes sortes d'expériences. Ça peut être, des consultations en ligne avec des conseillers dédiés. Ça peut être, des expériences plus sensorielles, ça peut être un restaurant gastronomique, que Louis Vuitton a ouvert. Donc en fait, toutes sortes d'expériences. Ils ne veulent pas simplement le produit. Hem, la recherche d'omnicanalité et de fluidité, ça c'est hyper important. La montée de la seconde main et la quête d'authenticité. Ensuite, l'exigence accrue en matière d'éco-responsabilité. La demande croissante de personnalisation, de hyper-personnalisation, petit coucou à Thomas, et protection bien sûr des données et le respect de la vie privée. Parce qu'en fait aujourd'hui, comme Thomas a mentionné, on collecte de plus en plus de données et aussi de données sensibles. Donc ça devient vraiment, en fait, une question hyper importante. Oui, oui. Na Natacha, si tu utilises les flèches plutôt que les vignettes, ça sera plus simple, je pense, pour passer d'une slide à l'autre. Je dis juste ça comme ça. D'accord. Ah oui, d'accord, je vois les flèches. Merci. Et donc oui, pour revenir à ce contexte, si aujourd'hui, les maisons de luxe ont du mal à offrir une expérience client satisfaisante en digital, la concurrence, elle devient de plus en plus rude. D'un côté, vous vous souvenez ces digital natives dont j'ai parlé? Ils sont en fait ils ont tout vu, hein, sur le digital. Ils sont hyper sollicités et en fait, ils cherchent des expériences uniques. Je disais, ils sont hyper sollicités en ligne parce qu'en fait, bon, ils sont bombardés en quelque sorte d'informations de partout. Et donc d'un côté, dans la concurrence, on va retrouver les maisons de luxe qui ont tout compris, qui ont adapté leur stratégie digitale et vont, voilà, proposer des expériences, qui correspondent aux attentes de ces utilisateurs. De l'autre côté, en fait, on a les marques, le secteur de premium qui monte, qui pareil, qui ont adapté leur stratégie de communication. Donc ça, c'est le 2e rival, on peut dire, dans le secteur. Et enfin, le troisième, ça va être, quelque chose de plus inattendu, d'autres secteurs axés sur l'expérience, comme les voyages, les loisirs. Donc en fait, ces concurrents-là, directs et indirects, viennent aussi jouer leur rôle sur la scène du luxe. Flèche. Face à l'évolution constante du marché, les marques de luxe, elles doivent repenser, à mon avis, l'expérience client à plusieurs niveaux pour rester compétitives. Bien sûr, en commençant par le digital. Comme vous savez, en fait, il y a 60 de ventes en ligne, de ventes dans le monde du luxe qui va se faire en ligne dans les années à venir.
c'est demain, enfin. Ils disent, ils parlent de 2030, mais vraiment, c'est dans l'avenir très proche. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour anticiper, en fait, cet avenir? Redoubler d'efforts en matière de personnalisation, notamment grâce à la technologie pour le faire à grande échelle. Relever les défis qui se présentent, comme la transparence, l'authenticité, l'éco-responsabilité et la protection des données. Renforcer le storytelling en mettant l'accent sur l'artisanat, la créativité et les valeurs distinctives de la marque. De créer les expériences plus significatives et la forte valeur ajoutée, immersive, engageante, personnalisée et culturellement résonante. Petite parenthèse concernant le culturellement résonante, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus ne pas prendre en considération en fait, les marchés et leurs spécificités. Il ne suffit pas, à mon avis, de communiquer sur un nouvel an chinois pour en fait, satisfaire le besoin de ses clients. Il faut penser à des expériences qui s'adaptent en fait, à ces marchés ou en fait, des expériences spécifiques pour les marchés qui émergent. Et donc aujourd'hui, en 2025, avec toutes les technologies qui sont là et qui arrivent, nous, les professionnels en expérience client, nous sommes gâtés. C'est un peu comme le Disneyland pour les enfants, on peut tout faire. Avec l'AR, VR, en fait, qui permet de visualiser les produits en moindre détail, de l'essayer en temps réel, de créer les univers uniques autour de la marque. Après, il y a la blockchain, quant à elle, qui renforce la transparence, l'authenticité et la traçabilité des produits, qui est en fait crucial pour les personnes qui cherchent, qui sont soucieuses de la provenance. Et le métaverse qui, lui, était un petit peu en recul les dernières années, mais en fait, avec le digital twins, la technologie qui arrive, on a beaucoup d'espoir, en fait, en tout cas, voilà, on a de l'espoir pour ce secteur qui a coûté quand même très cher. Et enfin, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour, comme Thomas a démontré aussi, pour personnaliser les recommandations, améliorer l'interaction avec les clients, en fait, grâce à la data. Heu, Concernant l'intelligence artificielle, une chose est intéressante, le comité Colbert, dans son dernier rapport, a mentionné qu'il y a environ 2 cas d'usage qui ont été, en fait, employés par les maisons de luxe, sachant que les grandes en avaient environ 3 fois plus. Et c'est que ça va vraiment s'accélérer au cours de 12 à 24 prochains mois. Et en fait, le souci, pourquoi ils ne sont pas allés suffisamment vite, c'est qu'il manquait en fait de profils. Donc, 2 amis freelance, je pense qu'il y a des opportunités à venir, voilà, dans les prochaines années. Quelques exemples, notamment de mon expérience professionnelle, de ce qu'on peut faire en matière d'expérience client en utilisant la technologie. Donc là, c'est la réalité augmentée, qui est utilisée par Burberry, c'était notamment mon projet personnel, pour créer Burberry Beauty Virtual Studio. C'est une solution qui permettait de tester des beauty looks et d'apprendre à les réaliser grâce, en fait, à un tutoriel à réalité augmentée. Donc c'était disponible en ligne sur le site de e-retailers, en boutique, sous forme de QR code ou encore sur des iPads. Donc en fait, c'est la technologie, je pense que vous avez vu le virtual try-on qui est déjà employé par plusieurs marques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoutait en fait le tutoriel, on scannait la forme du visage pour montrer en fait, grâce au produit, où est-ce qu'il faut en fait appliquer en fonction de la forme du visage, de la couleur des yeux, la couleur de cheveux, la forme en fait des lèvres, tout ça en fait, comment on applique le produit, du look, que nous avons sélectionné. Donc ça, c'est surtout dans la beauté. Après, il y a plein d'exemples. Ça peut être pour le skincare, en fait, l'application des produits de skincare, l'analyse de la peau, et cetera. Hem, en Dans le domaine de la mode, hop, je passe à la slide suivante. Il y en a plein, vous avez certainement vu, par exemple, il y a Dior qui propose le try-on de leurs lunettes de soleil, entre autres. Gucci avec la technologie Wana qui propose d'essayer, en fait, les sneakers en temps réel. Plusieurs marques, c'est le cas de Vuitton et autres qui permettent d'essayer les montres en ligne.
Là, c'est un exemple très intéressant de Balenciaga, qui utilise un digital avatar. Je pense que cette expérience, elle a été désactivée temporairement, mais je connais les en fait, c'est une société Bods qui est derrière, qui permet, en fait, comment dirais-je? D'indiquer ses propres mesures, de créer un digital avatar et en fait d'essayer les vêtements de la marque, en temps réel en fait, sur cet avatar. Donc hyper intéressant. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs maisons de luxe qui étudient ce use case. Pas en particulier de Balenciaga, mais en fait de digital avatar. Il y a peut-être des choses qui vont sortir bientôt. Hop. En matière de personnalisation, là, je ne veux pas vous parler de la personnalisation grâce à la data, mais de la personnalisation des produits, grâce à la technologie. Hop. Notamment, le cas, je voulais tellement vous mettre des vidéos parce qu'en fait, grâce à la vidéo, on peut vraiment voir la qualité de la 3D. Parce que le problème de la 3D aujourd'hui, c'est qu'elle est jugée, pas toujours hyper pertinente. Le rendu n'est pas, toujours, voilà, il ne correspond pas aux attentes, en fait, du secteur de luxe. Alors que là, Louis Vuitton, en fait, elle a fait vraiment une expérience superbe pour essayer, en fait, pour graver leurs alliances de la collection, pardon, de la collection Diamonds. Donc vous pouvez visualiser le produit, tourner en 360 et en fait, essayer la gravure. Un autre exemple pour Lacoste, Draw Your Polo. Donc en fait, là, on pouvait, faire la personnalisation, dessiner, hem, des motifs qu'on souhaitait sur leur polo. Donc tout ça, c'est la réalité augmentée, en fait, qui nous permet de faire ça et la 3D notamment. Mmh. Ensuite, le storytelling immersif. Il y a plein d'exemples, j'ai essayé de vous sortir quelques-unes qui me paraissent assez pertinentes. Louis Vuitton qui a proposé, en fait, cette année l'Anière immersive. C'est une exposition en fait, comme le nom l'indique, immersive qui nous permettait en fait de se promener à l'intérieur de leur studio, de leur atelier pardon, emblématique, qui se trouve à Asnières et en fait, c'était un mélange entre le monde réel et virtuel qui apportait une vraie valeur ajoutée. Donc et des expériences par exemple comme ça. Dior, avec leur réalité mixte pardon, pour, Miss Dior, donc où on suivait, c'était à New York, on suivait, ici, pour arriver, jusqu'en bâtiment en fait, c'était, je me souviens plus comment s'appelait la boutique, et du coup Unveil Your Flowers, grâce à cette expérience. Ensuite, des landing pages en WebGL, donc c'est la 3D, dynamique. Pareil, je pense que si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer des liens de ces expériences. Vous pouvez voir en fait que c'est des pages, hein, en WebGL, en fait, c'est la 3D qui intervient, donc ça vraiment devient en plusieurs dimensions hyper intéressante, ces expériences. Hop. Ensuite, en matière de traçabilité et authentification, il y a des choses qui ont été faites. Hem Notamment grâce à Aura Blockchain Consortium. Ça, c'était aussi un de mes projets. Nous avons mis en place un certificat digital. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un ancien certificat qui est, toujours délivré ensemble avec le produit en magasin. Quand on repart avec une alliance, en fait, avec un produit, notamment qui contient du diamant, on repart toujours avec un certificat d'authenticité, pardon. Et donc là, ce certificat, c'était vraiment une révolution dans le domaine. Il a été créé en version digitale. Donc on pouvait, suivre en fait, l'historique de la pierre dès l'extraction jusqu'à la vente et ensuite, quand il y a eu une transmission, par exemple, d'un produit, suivre, tous les clients, en fait, voir tous les clients qui l'avaient avant et qui l'ont actuellement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi TODS. Donc en fait, c'est ce Aura Blockchain Consortium. Il propose des solutions de traçabilité pour plusieurs, en fait, marques. Il y a plusieurs marques d'ailleurs qui font partie de ce consortium. Un autre exemple, il y en a plein, hein, mais un autre exemple qui me paraît assez intéressant dans le domaine du luxe, c'est TODS. Hem, aïe, TODS, qui a mis une puce en fait derrière leur logo et grâce en fait à un passeport digital, on peut scanner pour, vérifier en fait que le produit est bien authentique et il y aura plein de cas d'application comme ça.
dans le luxe prochainement. Donc vraiment, je pense qu'avec la partie traçabilité, il y a des choses à faire aujourd'hui. Et l'IA dans tout ça. L'IA dans tout ça va booster énormément ce qui a déjà été fait. Donc quand on parle de la 3D, bah, le calcul de la 3D va être beaucoup plus précis et donc si aujourd'hui, en fait, il y a certaines expériences comme, ce que je montrais pour Louis Vuitton par exemple, l'idée est géniale, mais la 3D ne nous permet pas d'être à 100 dans cette immersion en fait. Bah, l'IA, elle va se rajouter par-dessus et donc permettre les calculs en fait beaucoup plus précis. Mais non seulement, il y a 4 domaines d'application principaux de l'IA dans le luxe qui ont été identifiés. Donc l'efficience opérationnelle, donc pour optimiser les prévisions des ventes et les allocations des stocks. La personnalisation, bien sûr, personnalisation des interactions via l'IA générative, le clienteling. L'augmentation des collaborateurs, voilà, notamment, pour entraîner les vendeurs en magasin et d'autres types, en fait, de collaborateurs et l'enrichissement créatif. Donc il y a encore des débats, hein, sur cette partie parce qu'en fait, les marques doivent forcément garder, je veux dire toute la DA, avoir la main sur la DA et aussi il y a la question de ton de voix qui est hyper important, en fait, dans la communication des marques. Donc on ne peut pas aujourd'hui permettre, à l'IA voilà, l'automatiser, mais je pense que ça pourrait venir dans les prochaines années. Aujourd'hui, 72% en fait des répondants du comité Colbert, s'opposaient à l'utilisation de l'IA dans cette fonction créative. Donc ce que je vous disais avant, la maison de luxe aujourd'hui est datée en moyenne de cas d'usage, parmi les 20, qui ont été testés et donc ça va s'accélérer dans les mois à venir. Mais voilà, une petite, slide de mise en garde, je pense que pour la fin, parce que la techno est là et on adore la technologie et en fait, les marques de luxe essayent de faire plein d'expériences engageantes, créatives, immersives, et en fait surprendre leurs clients. C'est vrai, mais parfois et j'oublie l'important, c'est qu'en fait le client doit rester en fait au cœur de cette expérience et il faut répondre à un besoin réel. Et le besoin réel, comment on l'identifie et en fait, comment on peut faire une proposition, stratégique, une recommandation stratégique pertinente et bah, c'est la data. La data, la data, la data. Nous, en fait, ce que je vous ai montré, on se retrouve tout en haut de l'iceberg et en fait, tout ce qui est en bas, c'est la data. Parce que sans analyser l'expérience existante, la concurrence, sans analyser en fait, tout l'environnement, on ne peut pas proposer une expérience pertinente. Donc c'est hyper important. Donc, placer le client au centre de la stratégie et répondre à un besoin réel et en fait utiliser la technologie, ce que j'appelle pour un fear of missing out, ce qui est le cas de certaines maisons de luxe encore aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire plus? Je pense qu'un vrai, travail d'analyse, un bilan est hyper important avant de se lancer dans les recommandations stratégiques, voilà, pour toute marque, mais pour le luxe, je pense que c'est hyper important. Voilà, donc si vous voulez en discuter plus, si vous avez des idées, si vous voulez échanger sur ces sujets-là, je suis hyper passionnée. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou se connecter avec moi sur LinkedIn. Ça me fera plaisir. Et hop, je vous remets en ligne. Merci Nastasia. C'était passionnant. Je crois que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait pas mal de monde qui étaient qui ont bien apprécié. Tu vois, il y en a qui demandent le partage de la présentation. Alors ça, il faut que je vois avec vous si vous êtes d'accord pour ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Je crois qu'à un moment, Anastasia t'a demandé, t'as dit si vous voulez qu'il y a certains liens que tu voulais partager sur les expériences immersives. Suite à ce que tu as dit ça, il y a plein de monde qui a fait moi je veux. Donc si tu peux nous les partager dans le chat, ça peut être pas mal, tu vois. Alors je vois notamment, il y a Vanille qui dit intéressé par les liens des expériences, elle dit volontiers pour les GRL de storytelling, Juliette. Bien sûr. Non, ça c'est Peut-être une juste pour vous dire, question. Ouais, n'hésitez pas à m'écrire en direct si vous voulez, en fait, sur LinkedIn, parce que là, vraiment, Crème de la Crème m'a demandé de me limiter. Je rigole, en fait, à un exemple d'expérience, mais il y a tellement d'exemples inspirants. Donc, voilà, bien sûr, je vous partagerai tout ça, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir.
Je dois dire, Nastasia, que tu as plutôt très bien géré ton timing. Il y avait une trentaine de slides, j'avais un peu peur en 20 minutes, mais tu as dit que tu tiendrais, ça a été tenu, c'est parfait. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient passées. Alors, tu as vu, il y a plein de monde qui nous dit que c'était super, donc je crois vraiment que ça a vraiment été très apprécié. Si je reviens aux questions, vu qu'il nous reste une bonne dizaine de minutes, alors j'ai vu que vous n'avez pas forcément voté pour les questions, comme je vous disais dans le chat, donc je n'ai pas forcément possibilité de hiérarchiser celles qui vous ont le plus intéressé, mais je remonte tranquillement le chat pour voir. Alors, qu'est-ce que je vois ? Excusez-moi, là, c'est le temps que je remonte un petit peu. J'ai vu que Thomas t'avait répondu aussi à certaines questions dans le chat, merci. Bon, alors je tombe par exemple sur celle d'Elodie. S'il y en a que j'ai oublié, vous me direz, je pourrais les reposer. Est-ce que le care produit est une attente identifiée côté marque besoin customer, pouvoir proposer un service de réparation par exemple? Il y a peut-être des choses auxquelles tu auras déjà répondu aussi, mais voilà, j'affiche les questions. Il y en a quelques-unes qui ont été postées, donc je les affiche. Je vous laisse. Et Thomas, tu peux réagir aussi évidemment. Alors, pour répondre à cette question, le CARE, en fait, est-ce qu'il a été identifié comme une attente côté marque? Oui, de plus en plus, parce qu'en fait, ça fait partie des besoins des clients. Justement, en fait, le service client, ça, c'est quelque chose qui est très attendu dans le domaine du luxe. Donc, oui, il y a des marques aujourd'hui qui ont des initiatives dans ce sens-là, qui renforcent leur pôle, en fait, service client. Et en fait, voilà, qui travaillent sur les offres de CAP, effectivement. Dans la même veine, on a Géraldine qui nous demande que dire sur le paradoxe. Alors, c'est une question, c'est quand même une question. Que dire sur le paradoxe entre les attentes du luxe durable, éco-responsable et la conso fast fashion de la génération Z? Je crois que tu en as un petit peu parlé. Est-ce que, voilà, je pense que ça, justement, ça revient un peu sur la question qu'on a dit aussi avant. Donc, c'est un peu les questions de pouvoir éviter de consommer pour consommer et peut-être prendre en compte un petit peu ces besoins de pouvoir faire durer des produits dans le temps, etc. Voilà, je sais qu'on en a parlé, peut-être que tu as des petits mots à rajouter par rapport à tout ça. Moi ou Thomas? Celui de qui voudra, je sais pas. Nastasia, tu as quelque chose à dire par rapport à ça ou Oui, c'est des initiatives, enfin, parce que, il faut éviter le greenwashing dans le sujet, hein, parce que c'est vrai que pendant longtemps, on peut se poser la question, est-ce que le luxe et l'éco-responsabilité sont vraiment compatibles? Et donc, je pense que ça a commencé par certaines marques qui disent oui, écoutez, en fait, on a fait ça, on a créé une fondation, on sauve les requins. Voilà. Tout ça, c'est très bien, mais c'est pas ce qui est attendu aujourd'hui par le client. Ce qui est attendu, c'est d'être transparent, je pense que sur la communication en matière de la provenance. Donc ça, c'est une chose, et que la provenance, effectivement, soit celle qui est attendue. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore du gap, c'est vrai, en fait, dans les marques de luxe. Mais les attentes sont très élevées. Je pense que le luxe va devoir s'adapter. Thomas, allez, je te balance la question aussi. Est-ce que vous, sur la partie data, vous avez un petit peu des choses à dire ou des choses qui sont remontées par rapport à cette partie un petit peu de nouvelle consommation? Ça revient aussi à la question un peu d'Amine qui était juste au-dessus de celle de Géraldine, qui disait que en fait, là, il y a différentes générations un petit peu qui vont venir avec des besoins différents. Peut-être des personnes qui vont être un petit peu plus fast fashion et d'autres qui vont être un peu plus éco-responsables. Est-ce que la personnalisation permet un peu de pouvoir soit mettre en place des actions selon les besoins de chacun, quoi? Moi, je pense que la question met bien en avant deux segments diamétralement opposés. Mais après, savoir si on a des clients dans le luxe, enfin, je pense pas que ce soit la question d'ailleurs, savoir si on a des clients dans le luxe qui sont aussi clients fast fashion et qui appartiennent à la génération Z,
j'ai pas dans ma mémoire d'analyse montrant d'informations sur le sujet. Mais c'est pas impossible et ce serait intéressant de regarder parce que souvent quand on dig in la data, quand on creuse beaucoup, on tombe sur des choses qui sont des contresens ou des aberrations a priori, donc ce serait pas impossible. Oui. Très bien, merci. J'ai fait un peu le tour des questions. Là, je vois qu'il n'y en a pas forcément énormément, enfin, qu'il y en a pas forcément beaucoup plus pour le moment. Il y avait pas mal de questions sur des outils, etc., un petit peu plus précises, mais ça, je vous propose peut-être d'aller voir Nastasia directement ou Thomas directement. Peut-être qu'on peut vous redire où est-ce que vous... Là, il y a vos noms qui s'affichent bien en gros. Donc Thomas, Richard, Nastasia Radic, vous pouvez aller les voir sur LinkedIn. J'imagine que vous allez accepter les messages si on vient vous poser des questions. Nastasia avait donné son adresse email, je vous la réaffiche ici. Je crois que Thomas, tu as un site aussi, si jamais peut-être tu voulais le mettre en avant, n'hésite pas à le mettre dans le chat pour les personnes qui voudraient aller creuser un petit peu plus, voir un petit peu plus tout ça. Il y a eu beaucoup de questions sur le replay. En effet, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'infos sur... il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, name droppées, beaucoup de slides et beaucoup d'exemples. Donc, si vous voulez revoir ça un petit peu plus au calme, vous inquiétez pas, tout le monde va y avoir un replay qui va vous être envoyé par mail. D'ici là, voilà, on a tenu à peu près notre heure. Je vois qu'il y a encore quelques questions qui arrivent, mais bon, là, on est plutôt sur la conclusion. Si jamais, par exemple, Benjamin est en train de poser encore une question, si jamais tu veux, peut-être que tu pourras aller leur poser directement. Et sinon, moi, je vous propose de conclure ce live ici avec ça. Je vous remercie déjà beaucoup, Nastasia et Thomas, d'avoir pris le temps d'échanger et de nous parler un petit peu de tout ce que vous n'aviez à nous dire, de prendre aussi, de nous donner un peu toute cette vue d'ensemble. Moi, je ne suis pas du tout dans le milieu du luxe, donc j'ai appris énormément de choses. Je trouve ça super intéressant. Il y a plein de choses en plus qui peuvent être intéressantes à reprendre dans d'autres secteurs. Donc, ça donne des idées. Donc voilà, je vous ai fait passer un petit lien Typeform dans le chat. C'était un petit peu furtif, donc je vous le remets. C'est un lien qui me permet, moi, alors le visuel est complètement cassé, je ne sais pas pourquoi, mais qui me permet, moi, d'avoir un petit peu vos feedbacks sur ce que vous avez pensé de cet événement, et ça me permet d'améliorer aussi les prochaines éditions, de savoir un peu ce que vous en avez pensé. Surtout que là, c'était la première fois qu'on faisait on a changé un peu le format, donc je suis assez curieux que vous puissiez me faire votre retour. Il y a 3 questions et ça m'aide énormément. D'ici là, voilà, il y a Benjamin qui a dit qu'il allait contacter Nastasia. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour continuer la discussion. Et puis sinon, je vous souhaite un bon appétit pour nous intervenants, peut-être une bonne après-midi pour les autres. Et puis, à très bientôt. Merci Clément, merci pour l'invitation.